Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Bonsoir à tous, vous regardez Alsace 20, je suis ravie de vous retrouver pour une heure de 24 heures en Alsace. Nous sommes le mercredi 6 février 2019 et à la une, ce soir, nous allons vous parler d'Europe. À bientôt 3 mois des élections européennes, nous recevrons Olivier Singer du Centre d'information sur les institutions européennes. Comment ça marche, pour qui on vote, à quoi ça sert, autant d'informations que vous pouvez trouver au centre. Il se trouve au lieu d'Europe et ils organisent dans les prochaines semaines de très nombreuses activités. Dans le reste de cette émission, comme tous les mercredis, nous retrouverons Vera Bossiak. Elle est accompagnée ce soir de Sorna Nyang. Elle est cuisinière, blogueuse et plein d'autres choses encore. Elle est à découvrir, ce sera dans quelques instants. Delphine Vespizer ensuite nous emmènera à la rencontre d'une fabophile. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, vous en avez peut-être quelques idées en images, en tout cas vous le découvrirez, ce sera en fin d'émission. Et puis en fin d'émission également, nous parlerons de l'apprentissage transfrontalier avec notre émission franco-allemande. Nous sommes l'Europe, wir sind Europa. Mais tout de suite, place à l'information, ça se passe avec Camille Roland. Bonsoir, à la une de l'actualité ce soir, une nouvelle journée d'action sociale aujourd'hui en Alsace. À Fegersheim, les salariés du laboratoire pharmaceutique Lilly France ont manifesté contre la suppression de postes annoncés. Et à Colmar, ce sont les syndicats d'enseignants qui se sont rassemblés. Comment éduquer des lycéens à l'image et au cinéma? Tout simplement en leur faisant rencontrer ceux qui font des films. Cela se passe avec l'association Le Récit. Et puis, le théâtre ne connaît pas de frontières avec le festival Alléop consacré aux franco-allemands. Il se déroule actuellement en Alsace et dans l'Ortenau. Mais pour commencer, les avions sont restés au sol à l'aéroport de Bâle-Mulhouse la nuit dernière. Un mouvement de grève inattendu des contrôleurs aériens a surpris les passagers. Au total, 37 vols ont été annulés et 30 700 voyageurs ont été impactés. Le trafic est revenu à la normale ce matin aux alentours de 8 heures, mais quelques retards ont été enregistrés dans la journée. Côté action sociale toujours, les salariés du groupe Lilly France ont manifesté leur mécontentement devant l'usine de Fegersheim ce matin. Le laboratoire pharmaceutique a récemment annoncé la suppression de 250 emplois sur son site alsacien. Une suppression justifiée par la direction par une baisse de volume de production. Après un plan de départ prévu fin 2020, 1550 salariés resteront sur le site. Les syndicats rencontreront demain les membres du comité social et économique, l'occasion de faire remonter leurs inquiétudes. On écoute Gilles Loris, délégué syndical CFTC Lilly France, au micro de Fanny Kunz. Le boulot, il faudra le faire quand même. On a quand même des volumes qui sont conséquents. On a déjà pas mal de services qui sont en souffrance actuellement. Et on se dit qu'avec 250 personnes en moins, c'est à peu près un peu plus d'une personne sur 5. Les conditions de travail vont être fortement dégradées. Mes inquiétudes sont par rapport à mes conditions de travail. Donc avec déjà actuellement un manque de personnel dans certains services, avec 225 emplois en moins, les conditions de travail pour les gens qui restent seront dégradées. Alors on nous annonce évidemment qu'il y aura des bonnes conditions. Pour l'instant on n'a rien vu et on ne lâchera rien dans les négociations, même pour les gens qui vont partir, parce qu'on veut leur garantir les meilleures conditions qui puissent exister sur le marché. Et puis, autre manifestation, cette fois-ci à Colmar. Les drapeaux des syndicats se sont levés devant l'hôtel départemental du Haut-Rhin. Alors que le conseil départemental de l'éducation planchait cet après-midi sur le projet de carte scolaire de la rentrée 2019. Bilan du conseil des ouvertures, mais aussi des fermetures de classes, comme à Witzenheim et Cernay par exemple. Plus d'explications avec Jean-Marie Kölblen, syndicaliste FSU. Les conséquences, c'est que dans le rural, beaucoup de classes de grandes sections CP, un double niveau très compliqué pour les élèves, très compliqué pour les enseignants, qui ne va pas favoriser la réussite scolaire. En collège, il y a 163 élèves supplémentaires qui sont attendus et les dotations des établissements sont en baisse. Nous perdons l'équivalent de 9 postes d'enseignants, ce qui se traduira par des effectifs plus chargés en classe, mais également des remplacements non assurés, des collègues parfois sur plusieurs établissements et un recours accru aux contractuels. Et dans les lycées, alors que les classes étaient déjà très chargées, les effectifs sont à peu près
près stable, mais on perd l'équivalent de 43 postes. Et donc les classes à 35 et plus d'élèves resteront à peu près partout la norme. Éduquer les nouvelles générations au 7e art, c'est l'ambition du dispositif lycéen et apprentis du cinéma. Depuis 20 ans, l'opération s'est agrandie et aujourd'hui, 75 lycées y participent en Alsace. Au programme de l'année, visionnage de films et rencontres avec des professionnels du cinéma. Dans l'hémicycle de la Maison de la Région aujourd'hui, les lycéens ont rencontré la réalisatrice du documentaire « Je suis le peuple ». Et puis, jouer entre la langue de Goethe et celle de Molière sur une scène de théâtre, c'est possible avec le festival franco-allemand Allez Hop, organisé par le Bal-Novo Theater. Reportage lors d'une représentation devant plusieurs centaines d'enfants au centre culturel Marcel Marceau au Neudorf, Adeline Piron et Fanny Kunz. À l'heure des smartphones et des tablettes, mettre les pieds au cinéma, ce n'est plus vraiment la sortie du week-end. Alors pour attirer les jeunes vers les salles obscures et éveiller leur regard critique, l'association d'éducation aux images Le Récit a mis en place le dispositif lycéen et apprentis au cinéma. Ça permet de faire découvrir 3 cinématographies différentes et ça permet aussi de montrer le chemin de la salle puisque depuis 3-4 ans, les spectateurs de plus de 50 ans sont plus nombreux au cinéma que ceux de moins de 25. Et très souvent, d'ailleurs, dans le cadre de ces dispositifs, il y a beaucoup d'élèves ou d'apprentis qui vont pour la première fois au cinéma voir un film. Et ça permettait en même temps de donner les codes du documentaire, de bien expliquer ce qu'est un documentaire. Étape 1 pour les lycéens, analyser un film documentaire en cours avec leurs professeurs. Étape 2, rencontrer la réalisatrice. C'était le cas ce matin avec Anna Roussillon et son documentaire « Je suis le peuple ». Je pense que c'est important d'avoir des outils d'analyse des films et des images en général parce que, bon, comme ça c'est bateau de le dire, mais il y a plein d'images partout et que je pense que c'est important pour évaluer, pour comprendre leur sens, pour évaluer leur pertinence et pour évaluer aussi ce qu'elles essayent parfois de nous faire penser. C'est bien qu'ils rencontrent aussi des auteurs pour comprendre que en fait, toute proposition d'image, c'est un regard de quelqu'un, même si on le cache, même si on fait comme si c'était objectif. Et rencontrer la personne qui est derrière un film, peut-être ça permet de plus comprendre ça en fait. C'est toujours quelqu'un qui regarde quelque chose. Et comprendre ce regard, c'est une des clés de l'éducation à l'image, un travail au long cours, complété par des questions posées par les élèves avertis. On a appris plein de choses sur Anna Roussillon et son film. Ça nous permet de savoir comment ça se passe, les tournages de films, comment y vivent les acteurs et plein de choses sur le cinéma. Personnellement, je trouve que le cinéma, c'est un bon moyen de communication, comme la télé ou les réseaux sociaux. Ça permet de transmettre des émotions, des messages. Et je pense aussi que la façon dont elle a voulu transmettre son message, c'est aussi différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Aujourd'hui et demain, les élèves de 13 lycées alsaciens rencontrent l'auteur. Les pompiers mettent le feu à la scène du centre culturel Marcel Marceau, mais pas d'inquiétude, ici on ne craint rien. Ce matin, pour 400 écoliers français et allemands du district de Strasbourg-Ortenau, l'heure n'était pas au calcul ni à la grammaire. Le Bal-Novo Theater leur a donné rendez-vous au Neudorf pour découvrir la nouvelle création artistique nommée « Pas de répit pour les pompiers ». Comme à son habitude, la compagnie met en avant le théâtre bilingue. Bei den Feuerwehr wird der Kaffee kalt, de son nom allemand, est une adaptation d'un album illustré germanique. Elle mélange clownerie, chant et théâtre, le tout en français et en allemand, et même en alsacien parfois. C'est un grand classique, l'œuvre de Hannes Hüttner, très souvent jouée en Allemagne. Et on s'était dit pourquoi pas faire une adaptation pour la France avec une brigade franco-allemande, puisque ça intéresse surtout les enfants encore en maternelle et en élémentaire. Il y a du chant, il y a des clowneries, il y a l'allemand, le français, il y a le métier de pompier avec les catastrophes. À chaque fois que les pompiers, la brigade franco-allemande se réunit pour faire une pause, il y a tout de suite l'alarme qui se déclenche. C'est pour ça en allemand, le titre c'est « Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt ». Donc le café, on n'arrive jamais à le boire chaud. On a une grande expérience de faire des pièces bilingues depuis 2005. On fait surtout pour un jeune public des productions dans les 2 langues. Et c'est
c'est d'une manière ludique d'enthousiasmer les enfants pour l'allemand, les petits Français pour l'allemand et les petits Allemands pour le français. La pièce s'inscrit dans le cadre du festival Allez Hop, qui a débuté au mois de janvier. Elle est visible dans une dizaine de communes alsaciennes et badoises jusqu'à la fin mars. En ce moment, on est en plein milieu du festival Allez Hop, qui est un festival transfrontalier pour jeunes publics. On propose sur la durée de presque 3 mois maintenant des spectacles dans environ 13 lieux différents. 6 pièces différentes avec presque 40 représentations. Et on accueille à peu près 6000 élèves français et allemands. La spécialité de nos pièces, surtout dans le cadre de Allez Hop, c'est que c'est des pièces bilingues. Donc il y a les 2 langues en même temps sur scène, l'allemand et le français. Les pièces sont quand même complètement compréhensibles pour tout le monde. Le bal Novo Theater pourra bientôt accueillir ses spectateurs dans sa propre salle de spectacle. Actuellement en construction à la sortie du pont Flimelin côté allemand, la date d'ouverture du théâtre est prévue le 28 septembre prochain. Les sportifs tricolores mis à l'honneur réunis hier soir à l'INSEP, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. Les médaillés d'Europe et du monde 2018 ont été salués lors de la traditionnelle soirée des champions. Parmi eux, quelques Alsaciens. Nora Boriwa est partie à leur rencontre. C'est ici que certains des plus grands sportifs français sont formés. L'INSEP en récompense chaque année. Parmi les champions 2018 mis en avant hier soir, il y a par exemple Charlotte Lembach. Cette escrimeuse strasbourgeoise a remporté avec ses coéquipières la médaille d'or au championnat du monde en Chine. Ça faisait 11 ans qu'on courait après un titre de championne du monde. En vue de la qualification pour les Jeux Olympiques, ça nous place très bien. Et c'est vrai que ça a été beaucoup de frustration les dernières années, 2e, 3e. Donc enfin, on va dire, ce titre est acquis. Et maintenant, c'est d'autres titres et un titre de championne olympique aussi à aller chercher. Les récompenses sportives, le Strasbourgeois Mehdi Bala les a aussi connues en athlétisme. Médaillé dans tous les grands championnats sur 1500 mètres, il s'épanouit depuis avril 2017 en tant que directeur de la performance des équipes de France d'athlétisme. Effectivement, on a une certaine expérience quand on a été soi-même athlète de haut niveau. Les choses changent beaucoup, les codes changent beaucoup, donc effectivement on doit aussi s'adapter. Puis moi, encore une fois, c'est un privilège d'avoir la chance de continuer à être dans un milieu que je connais très bien, je connais quasiment que ça d'ailleurs, et d'accompagner des énormes champions comme on a la chance d'avoir en France. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, était également présente hier soir. Cette ancienne nageuse du Mulhouse Olympique Natation a été la première Française championne du monde de natation en 1998. Elle a rappelé l'importance de l'accompagnement des sportifs de haut niveau. J'ai vraiment envie de les accompagner non seulement au moment de la finale ou de la médaille aux Jeux, mais d'être présente aussi quand je vais sur les territoires, lorsqu'ils sont dans les centres de préparation nationaux, être à leur côté au moment, passer les voir à l'entraînement et puis passer les voir souvent ici aussi à l'INSEP. Puisqu'on est voisins, on n'est pas loin, nous, au ministère des Sports. Un des autres combats de la ministre des Sports, le sport féminin. Elle espère ainsi que l'opération Sport féminin toujours, mise à l'honneur ce week-end dans les médias, suscitera des vocations chez les jeunes filles. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Place à l'image du jour d'Olivier Anne. Grâce à la Cité de l'Automobile de Mulhouse, piloter une Bugatti Veyron sera bientôt possible. À l'occasion des 110 ans de la marque, à partir du 1er juillet, les amateurs de Bugatti pourront tester la première supercar de série à dépasser les 400 km/h. My Veyron Experience emmènera une centaine de passionnés sur les routes d'Alsace ainsi que sur les autoroutes illimitées en Allemagne. Problème, on a trouvé les prix. Le simple tour de 75 km vous coûtera 4 990 €. La virée de 2 jours, avec étape dans les 2 et 3 étoiles Michelin de la région, la bagatelle de 11 900 €. Merci Camille. Merci. Et on accueille tout de suite nos invités ce soir, mes camarades pour ce soir, Vera Bossiac, Sorna Nyang et Olivier Singer. Merci, vous pouvez vous installer. On vous retrouve dans quelques instants. En attendant, c'est la météo, Sada Ribert.
Des châteaux de la Loire au delta du Mékong, idées week-end ou voyage au long cours, vos vacances au fil de l'eau partout dans le monde avec Croisière Europe. Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20. Allez, on garde le sourire parce que côté ciel, en ce jeudi matin, eh bien, ce sera pas fameux. Vous allez avoir quelques brouillards à Saverne, de la pluie de Roppenheim jusqu'à Strasbourg, partout ailleurs en Alsace et aux frontières rhénanes, des nuages. Les valeurs dans la matinée, 0 degré à Saverne, 0 degré également sur l'ensemble du Haut-Rhin, 1 degré à Strasbourg, 2 ce sera à Wissembourg, -1 si vous êtes cette fois-ci dans le nord de la Suisse, 3 degrés à Fribourg et 1 degré, on les retrouve cette fois-ci du centre jusqu'au nord de la région du Bade-Württemberg. Votre après-midi, eh bien la pluie sera très présente sur l'Alsace. Seule Saverne sera épargnée et si vous êtes aux frontières rhénanes, des nuages et de la pluie si vous êtes dans le nord de la région du Bade-Württemberg. Les valeurs dans l'après-midi, eh bien elles seront douces, il fera 10 degrés si vous êtes en Alsace, à part si vous êtes près de Saverne, 9 degrés, on les retrouve cette fois-ci de Karlsruhe jusqu'à Kiel, 8 degrés à Fribourg et 10 degrés encore du côté de Pratteln. Votre journée de vendredi, des nuages, quelques éclaircies et des valeurs qui iront jusqu'à 9 degrés. En ce jeudi, eh bien, nous célébrons aujourd'hui les Eugénies. Bonne fête à toutes. Le soleil se lèvera à 7h50 pour nous dire au revoir à 17h36. Excellent moment à tous sur Alsace 20 et à demain. Vos vacances au fil de l'eau avec Croisière Europe. Croisière fluviale et maritime au départ d'Alsace et jusqu'au bout du monde. Et ce soir, nous allons vous parler d'Europe. Le 26 mai prochain, dans un peu plus de 3 mois, se tiendront les élections européennes. Dans tous les pays d'Europe, ce sera dans les quelques jours qui précéderont, entre le 23 et le 26 mai. Alors, les élections européennes, c'est tous les 5 ans. On va élire exactement 705 eurodéputés. Pour la France, ils seront 79. Tout ça, on va en parler tout de suite avec notre premier invité, Olivier Singer. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Donc, vous travaillez pour le Centre d'information sur les institutions européennes. Vous êtes situé au lieu d'Europe, on en reparlera dans quelques instants. Peut-être pour commencer, donc, quelques mots sur ces élections. Donc, on va élire des eurodéputés. Enfin, elles vont servir à quoi ces élections, tout simplement ? Alors déjà, on va élire en France 79 députés, comme vous l'avez dit. Des députés qui vont être présentés sur des listes donc, de noms, de 79 noms, et les Français devront choisir parmi ces listes lesquels ils voudront qu'ils les représentent au Parlement. Cette élection a cette particularité d'être élu à un tour déjà et au suffrage universel direct à la proportionnelle, ce qui veut dire que la liste qui obtiendra le plus de voix amènera le plus de députés au Parlement européen, sachant juste qu'il faudra obtenir au moins 5% des voix. Chaque liste qui obtiendra 5% des voix aura son représentant au Parlement européen. Alors, toutes les listes ne sont pas encore définies. Les partis au compte-gouttes commencent effectivement à annoncer leur liste. Donc, est-ce que tout le monde, enfin tous les électeurs peuvent voter pour ces élections ? Est-ce qu'on peut encore s'inscrire ? Comment ça se passe ? Oui, alors la particularité aussi de cette élection, il y a un petit changement. Là, on peut s'inscrire jusqu'au 31 mars, notamment pour les jeunes électeurs. Il faut penser aux jeunes électeurs qui viennent d'avoir 18 ans. Donc, ils auront 18 ans avant le 26 mai. Ont cette possibilité de s'inscrire jusqu'au 31 mars, s'ils ne le sont pas automatiquement, puisque normalement, on l'est automatiquement par le recensement que l'on fait à partir de l'âge de 16 ans avant sa journée nationale. Donc, normalement, on est inscrit. Si on a un doute, il y a aussi un moyen de s'inscrire par un web, qui est le site du servicepublic.fr, sur lequel on peut s'inscrire. Alors, il y a une autre particularité pour ces élections, puisqu'elles sont européennes. Donc, si on est français et qu'on habite en Irlande, si on est espagnol et qu'on habite en France, on peut voter. Et si on est allemand et on habite à Strasbourg, on peut voter. Tous les Européens ont cette possibilité de voter aux élections européennes dans leur pays de résidence. Par contre, ils ne peuvent plus voter dans leur pays de nationalité. Ils ne peuvent voter qu'une fois. On vote qu'une fois. Alors, quelques mots peut-être aussi donc, sur ensuite ces députés. Donc, on a dit on élit 79 députés français et ensuite, ils vont siéger dans des groupes politiques, mais avec les députés européens, voilà. Les députés. Le Parlement européen est un vrai Parlement. C'est-à-dire qu'on a des familles politiques, des groupes politiques, comme on les appelle les groupes, parce qu'il n'y a pas de parti politique européen. Donc, tous les partis nationaux vont s'inscrire dans un groupe politique qui leur ressemble, avec lesquels ils se sentent des affinités. Donc en France, par exemple, si on prend les Républicains, ils vont s'inscrire avec le groupe du Parti populaire européen, les socialistes avec les socialistes et démocrates, etc. Il y a 8 familles politiques de ce type-là. Et celles-ci vont devoir, avec cette particularité aussi, parce que le Parlement européen, c'est un Parlement de débat, puisqu'il n'y a aucun groupe politique qui a la majorité absolue des voix.
Donc, pour faire passer un texte, il va falloir qu'il y ait des débats entre familles politiques pour se mettre d'accord, trouver des compromis, comme on dit tout le temps, sur chacun des textes qui vont être en débat au Parlement européen. Comme quoi, donc, on ne peut pas dire avant, ce sera un Parlement de droite, un Parlement de gauche, ça dépend vraiment des résultats. Et sur chaque débat, il y aura peut-être des accords entre aussi iconoclastes que ça peut varier, des gens de gauche et des gens de droite. L'Union européenne, les élections européennes, la politique européenne, ça paraît souvent un peu complexe. C'est votre rôle, du coup, vous, avec le Centre d'information sur les institutions européennes, de dédramatiser, d'expliquer ? Oui, d'expliquer ce que fait le Parlement, de dire que le Parlement agit pour notre quotidien. Nous, c'est vraiment notre but, c'est de dire... on a un flou, on ne sait pas ce que le Parlement européen fait, ou l'Union européenne fait en général, essayer de montrer concrètement déjà comment elle agit, sur comment ça s'organise, et ensuite, finalement, concrètement, c'est quoi ? Par exemple, si vous prenez un sujet comme le téléphone, aujourd'hui, on ne sait pas, mais on téléphone sans frais supplémentaires dans un autre État membre, parce qu'il y a une loi européenne qui a été adoptée, qui maintenant a supprimé les surcoûts téléphoniques lorsqu'on téléphone dans un autre pays. Que ce soit la 3G, la 4G, voilà. beaucoup d'appels. On peut téléphoner, on peut aller sur Internet, on peut tout faire à un coût normal, comme en France. Donc ça, c'est vraiment comme dans son propre pays, donc sans surcoût. Avec bien sûr des particularités juste pour Internet, mais c'est de ce type-là. Un autre exemple qu'on aime bien donner, c'est la fin de la portabilité des contenus. Vous êtes abonné à, je ne sais pas, à Netflix, à Canal+, ou autre, vous pouvez continuer à voir vos films lorsque vous êtes en vacances, et ça, c'était pas possible il y a 2 ans. C'est tout nouveau. Et donc tout ça, c'est des choses très concrètes que le Parlement adopte. Et après, bien sûr, on a des sujets beaucoup plus politiques, comme la politique agricole, comme le Brexit. Le Parlement votera l'accord de Brexit. Donc c'est les députés qui seront là, qui voteront cet accord. Et est-ce que ces élections sont un sujet d'inquiétude ? Alors, le sujet d'inquiétude, nous, on ne le ressent pas tellement. Nous, le public qui vient vers nous, il veut savoir, il veut avoir de l'information. Il y a surtout une forte méconnaissance. C'est-à-dire que les gens ne comprenant pas, veulent savoir. Alors, par exemple, si on prend le Brexit, c'est le sujet actuel. Quand il y avait la période migratoire, les gens, effectivement, ne comprennent pas. Et quand on leur explique finalement que le Parlement vote les textes, mais des fois que ça ne bloque pas au niveau du Parlement, ça va bloquer au niveau des États membres, qui, eux, ne sont pas toujours d'accord. Et là, des fois, sur certains sujets, et que certains sujets, comme par exemple les questions migratoires ou plutôt la fiscalité, on va avoir de l'unanimité. Et là, s'il y a un État qui compte, ça bloque tout. Alors que les députés, il faut qu'il y ait une majorité normale. Mais là, ce qu'il faut bien comprendre au niveau de l'Union européenne, on a des États et on a des citoyens qui sont représentés au sein du Parlement. Et les deux doivent se mettre d'accord sur le texte qui va être adopté. Et ça, c'est vraiment, vraiment très important. Donc des fois, les blocages ne sont pas là où on croit. Le Parlement fait son travail, mais c'est souvent, effectivement, s'il y a blocage, c'est souvent au niveau des États, parce que là, c'est plus politique. Alors justement, pour comprendre tout ça, vous organisez des activités pendant les 3 mois qui restent. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots ? On s'est donné un gros challenge, puisque cette élection, et c'est bien que vous en parlez et de pouvoir venir en parler avec vous, c'est une élection où il y a une forte abstention. La précédente élection, en 2014, je crois que c'était 43% de participation. Donc ça vous donne une idée. Et si on prend les jeunes de 18 à 34 ans, on est sur un taux de participation entre 20 et 25%. Donc nous, notre challenge, c'est d'aller au contact du public et de l'informer sur l'Union européenne et sur ces élections. Alors on a pour cela développé 2 outils qu'on aime bien. Plutôt toujours dans le ludique et le pédagogique. Alors, il y en a un, on peut nous solliciter, mais par groupe. On nous répond à des demandes de groupe. On a des demandes individuelles directement au lieu, mais quand on fait ces interventions, c'est des interventions pour des groupes. Maximum 40 personnes, je le dis tout de suite comme ça. Ça ne permettra pas qu'on ait des groupes de 100 personnes. On utilise des boîtiers de vote, des faux boîtiers de vote, et on essaye comme ça de récolter l'opinion, comme sur des sondages, ou simplement savoir ce que les gens savent. Et comme ça, on peut rajouter des informations en fonction des réponses qu'on a. Donc on a des petits boîtiers de vote, une animation que l'on fait par ce biais-là. Et on a aussi un jeu sur une bâche, avec plein de questions, et c'est un moyen ludique d'expliquer les choses sans que ce soit trop professoral, quoi. Alors tout ça, ça s'adresse à tout le monde, à tous les Strasbourgeois. Peut-être avant de finir, quelques mots concrets. Ça se passe où ? Ça se passe comment ? Si on veut plus d'informations, qu'est-ce qu'on fait ? Alors la première chose, c'est de nous contacter. On est au lieu d'Europe, comme vous l'avez dit. C'est un lieu qui est dans le quartier européen, arrêt du tram Beuclin. On peut se rendre chez nous. On vous accueillera volontiers. On peut vous donner des informations en direct. Sinon, nous contacter. Il faut aller sur notre site web, et je peux même donner d'abord notre numéro de téléphone. On nous contacte au 03 88 15 70 80. Et sur notre site web, Strasbourg-du-6, Europe.eu.
Très bien, les informations sont prises. Merci pour vos explications, Olivier Singer. À suivre dans quelques instants, on va parler de plein de choses avec Vera et son invité Sorna Niang. On parlera de cuisine, on parlera de blog, on parlera de Strasbourg aussi, je crois, d'optimisme. Enfin, en tout cas, voilà, c'est à retrouver dans quelques instants. Et tout ça, c'est juste après la pub. De retour sur le plateau d'Alsace 20, comme tous les mercredis, nous accueillons aujourd'hui Vera Bossiac, c'est le Vera Lifestyle. Bonsoir à tous. Alors avec nous ce soir, une femme absolument épatante. Il s'agit de Sorna Niang. Alors tenez-vous bien, elle est cuisinière, youtubeuse, blogueuse food, aussi grande girls à la radio. Et puis depuis quelque temps, là, ambassadrice pour l'Europtimiste. C'est ça. Qu'est-ce que c'est l'Europtimiste? Alors, l'Europtimisme, c'est une marque qui a été lancée par l'Eurométropole. On est en fait 8 visages qui montreront le dynamisme strasbourgeois pour faire rayonner Strasbourg, non seulement ici même, mais faire rayonner Strasbourg un peu partout. Et donc, chacun avec sa particularité, on fait rayonner Strasbourg. Alors, tu es exactement Chief Optimist Officer. Yes, ça consiste en quoi? C'est quoi ta mission? Alors, notre mission, c'est justement d'entreprendre, de montrer ce qu'on peut faire à Strasbourg et de montrer au reste du monde ce qu'il est possible de faire à Strasbourg pour donner envie, justement, à des personnes extérieures de vouloir entreprendre ici chez nous. Et par rapport, toi, justement, à ton profil de cuisinière, est-ce que tu vas faire à manger aux gens? Sûrement. Sûrement, mais là, c'est vraiment, on est différents profils, chacun avec son domaine de prédilection et chacun vient avec ce qu'il a apporté dans son domaine. Et voilà, et ensemble, on est tous optimistes. Et quel genre d'optimiste es-tu? Je suis l'optimiste souriante, je suis l'optimiste qui retombe toujours sur ses pattes, qui ne sait pas forcément où elle va, mais elle y va, quoi qu'il en soit. Et puis voilà, et l'optimiste engagé qui n'a pas peur d'oser surtout, je pense. En tout cas, l'optimisme, c'est quelque chose qui te sert au quotidien puisque tu es une femme qui a 1000 talents et tu fais plein de choses et justement, tu as plein de beaux projets à venir. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, dernièrement, on a lancé le projet Hey Mama en dehors de mon blog. Donc, c'est un projet où je bosse avec mon conjoint, où on travaille ensemble sur un concept de brunch, donc afro-caribéen, dans une ambiance un peu soul, funk, jazz. Moi, je m'occupe de la partie culinaire, bien évidemment, et mon conjoint s'occupe de la partie plus artistique et musicale. Et alors peut-être juste pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, est-ce que vous pourriez un petit peu nous parler d'où vient votre passion pour la cuisine? Alors la passion pour la cuisine vient de ma maman, qui est toujours d'ailleurs cuisinière. Et c'était un peu pour parler le même langage qu'elle, sachant que les parents cuisiniers en général n'ont pas le temps. Et moi, je me suis mis dans la cuisine pour parler le même langage que ma mère, passer plus de temps avec elle. Et je suis tombée dedans et depuis je suis plus sortie. Et donc vous avez un blog, c'est ça aussi? C'est ça. Ouais. Le blog So Taste of Sun, que je tiens maintenant depuis 2 ans. Que j'ai le blog et avec ça j'ai eu plein de projets, des vidéos, etc. Et ça me passionne et je reste dedans, je suis épanouie. Avant j'étais commerciale dans le tourisme, rien à voir et j'ai changé depuis pour la cuisine et je compte bien y rester. Qu'est-ce qui t'a donné envie comme ça de changer du jour au lendemain? Je me suis dit pourquoi pas, je suis jeune, je le fais, mes diplômes je vais pas les perdre, j'étais commerciale dans le tourisme, je parle 15 000 langues donc je vais encore les garder. Donc si j'échoue là, je retombe toujours sur mes pattes et je pense que c'est ça aussi être optimiste. Je me dis que voilà, j'ai toujours ça et je l'incarne bien, je pense, l'optimisme strasbourgeois. Comment tu arrives à concilier alors toutes ces facettes finalement de... Je suis un disque dur interne. Non, c'est une organisation, c'est juste une organisation. Je pense que... Tu te fais des plannings logistiques. J'ai des notes partout, des carnets qui traînent, mais c'est une organisation. Tout le monde y arrive. En tout cas, nous, on adore suivre ta page Instagram. Il y a plein de bonnes choses dessus qui donnent bien envie, qui sont très inspirantes. On vous indique les adresses, allez voir, c'est absolument fabuleux ce qu'elle fait. Et surtout, suivez ses brunchs, c'est délicieux. C'est ça. Alors, autre actualité, Vera, cette semaine, qu'est-ce qui a retenu votre attention? Alors, la semaine prochaine, c'est la Saint-Valentin. Alors, je vous entends déjà dire, oh là là, mon Dieu, c'est commercial, ça ne sert à rien. Oui, d'accord, mais bon, est-ce qu'on devrait avoir une occasion meilleure ou pire que celle-ci pour dire à l'être aimé qu'on l'aime? Eh bien, en tout cas, moi, je vous ai concocté un petit programme pour ne pas faire un flop. Et pour conclure, c'est pas cher en plus, vous n'allez pas vous ruiner. Alors,
pour surprendre, première idée, mieux que des fleurs, voici des ballons. Vous pouvez offrir un petit ballon qui sort voilà, de son petit carton. Le site, c'est mieux que des fleurs, c'est surprenant. Ensuite, si vous n'avez pas envie de vous ruiner avec un resto, avec des menus qui coûtent très très cher, vous pouvez faire venir le chef chez vous avec cette box Thirier, avec un menu complet pour moins de 40 € à deux. Et enfin, n'oubliez pas de conclure, la phase de conclusion est hyper importante. Prévoyez un coffret Lovebox que vous pouvez choisir en fonction de votre audace. Il y en a pour tous les goûts. Et ceux qui ont envie de sortir, il y a un coup de cœur que vous pouvez nous conseiller? Alors on va rester dans l'ambiance Saint-Valentin parce qu'il y en a qui le jouent à fond. C'est notamment le cas pour Strasbourg Mon Amour qui a un programme absolument fabuleux. Il y a même un baby boom. Alors non, c'est pas le fait d'avoir plein de bébés, mais c'est une boom avec plein d'enfants. Et il y a une autre activité qui a retenu mon attention. C'est une balade complètement insolite pour redécouvrir Strasbourg avec une calèche d'époque ou un véritable taxi londonien. Ça coûte 10 € pour 25 minutes, romantisme garanti. Voilà, n'oubliez pas de vous inscrire assez vite. Vous avez l'adresse qui s'inscrit en dessous et c'est seulement du 9 au 17 février à Strasbourg. Merci beaucoup Vera, et puis ceux qui veulent vous retrouver tous les jours, donc votre site internet veralifestyle.com. On redonne quelques informations à ne pas oublier, peut-être juste quelques mots. Sorna, donc votre nouveau projet, votre brunch Hey Mama. Alors c'est tous les dimanches, c'est une fois par mois les dimanches et ce sera au Grafalgar que ça se passe. Et alors, est-ce qu'on peut donner quelques idées sur ce qu'on peut y découvrir ou non, c'est secret, il faut venir pour... Il faudra venir pour le découvrir. Le mystère reste entier. Merci Olivier Singer pour le centre d'information sur les institutions européennes. Donc, on redit quelques mots, les élections européennes pour le 26 mai. Pourquoi il faut y participer? Pourquoi il faut voter? Mais déjà, si on veut se renseigner, si on veut comprendre avant d'aller voter, venez vers nous. Le centre d'information sur les institutions européennes à Strasbourg, et rappeler que c'est des élections, que c'est des élections importantes, que le Parlement vote énormément de choses, que ce n'est pas un Parlement fictif, et que voilà, il faut s'intéresser, suivre effectivement les débats politiques qui auront lieu, en espérant qu'il y en ait des bons, et voilà, s'intéresser pour faire son choix le 26 mai. Merci beaucoup, on vous en reparlera évidemment dans l'actualité d'ici le 26 mai. Donc merci à vous trois. Tout de suite, on repart dans la suite de l'émission. Dans quelques instants, notre émission transfrontalière Nous sommes l'Europe, Wir sind Europa. Mais avant cela, place à votre Alsace avec Delphine Vespizer. Elle vous emmène à la rencontre d'une collectionneuse d'un genre un peu particulier. Salut Pinanter et bienvenue à Gunstedt. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble la connaissance de Patricia et de Ruby, Fanny, Miley et Milor. Ce sont les 4 chihuahuas. Alors, on pourrait penser, Patricia, que votre passion, ce sont vos chihuahuas, bien sûr, mais vous en avez encore une autre passion qui est très importante. C'est les fèves. C'est les fèves. Alors, comment est-ce qu'on dit une personne qui collectionne les fèves? Fabophile. Je ne cherche pas spécialement la rareté. Dès qu'on me donne une fève, il faut que je trouve ceux-là qui vont avec. Parce que c'est toujours c'est des familles, hein? C'est des familles, c'est toujours 8, 10 fèves, 12 fèves. Est-ce que les fabophiles sont forcément des grands mangeurs de galettes des rois? Parce que ça vient d'ici. Oui, ça mange quand même pas mal de galettes des rois. Du coup, il faut faire pas mal de sport quand on est fabophile. Enfin bon. Non. Alors du coup, on peut le dire et on va le voir tout à l'heure. Patricia, combien est-ce qu'aujourd'hui vous avez de fèves? J'en ai 35 500. En 20 ans de collection? En 20 ans de collection. C'est incroyable! Et donc le but, c'est que ça continue toujours? Est-ce qu'on... Ça s'arrête jamais. Parce que chaque année, en fait... Dans chaque année, il y a 6-7 000 collections qui sortent. Parce qu'à la base, la galette des rois, c'est exclusivement français? C'est exclusivement français. D'accord. Bon, maintenant, si tous les autres pays s'y mettent, alors du coup, Patricia, elle est aux anges. Bon, génial. Est-ce que vous voulez bien me montrer votre collection, Patricia? Oui, on va y aller. Allez, venez avec nous. Ah ouais! Ah Patricia, là, vous me décevez pas, hein? C'est... Et en plus, sous l'œil attentif de Claude François. Ah oui, ça c'est mon deuxième passe-temps. Ouais, waouh! Mais c'est incroyable. C'est-à-dire que tous ces tiroirs-là, il y a des fèves dedans.
Il y en a juste quelques-unes qui c'est pas encore plein. Parce que, au fur et à mesure des bourses, on peut encore chercher Voilà. des fèves d'autres années. Voilà. Toute cette passion, ça prend combien d'heures par semaine? Est-ce que c'est plus le week-end? Est-ce que c'est le Non, soir tous les pour se soirs, détendre? ça me détend. Tous les soirs? Ouais, tous les soirs. C'est quoi? Au lieu de regarder la télé? J'ai une télé. Ah ouais. J'ai une télé, j'ai la radio, j'ai tout. Bon, excellent. Bon, on va prendre de l'avance. Alors Patricia, je vous aide. Alors dites-moi, comment est-ce que je peux vous aider? Ce que je n'ai pas, c'est devant moi. Donc je prends les livres, puisque je ne sais pas les années. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a jamais marqué l'année sur la fève? Ah non. Ah! Donc là, on fait quoi? Par exemple, là, c'est une petite tartelette à la framboise. Alors comment est-ce que je peux la trouver dans toutes les années Il faut d'existence? prendre tous les livres et regarder toutes les pages. C'est encore pire qu'un casse-tête, ça peut prendre des heures et des heures. Oui, ça me prend des heures et des jours parfois, hein, juste pour dingue. trouver une fève. Vous, les fèves que vous préférez, c'est lesquelles? J'ai pas de préférence. Dès que j'en ai une dans la main, il me faut le reste. Waouh. Alors comment ça se passe la période de la galette des rois? Quand on approche l'épiphanie, alors là c'est la fête chez Patricia. Ah, c'est la fête, ça va dans partout, regardez qu'est-ce qu'ils ont comme collection qui sort dans toutes les boulangeries. Mais j'ai une surprise. Ah oui? Oui, on va y aller. On va y aller. On va aller dans le salon et je vous montre la surprise. Ah. Alors, la surprise. Ah, bonjour. Du coup, il y a la famille, les amis qui sont venus. Voilà, pour partager la galette. La surprise. Mais attendez voir, Patricia, c'est pas la saison en ce moment-ci, les galettes? Oui, mais chez moi, il y en a tout le temps parce que je les congèle. J'en achète des congelés. D'accord. Et j'ai juste à mettre dans le four. Donc toute l'année, j'en ai. Toute l'année. À Noël, c'est galettes. Merci beaucoup à tous d'avoir fait partager ce moment et merci Patricia pour cette découverte. Et nous on se dit Moreskut et à bientôt. Je suis avec Patricia et Ruby, Miley, Ruby, Fanny, Miley et Milor. Ok, j'en prends. J'ai pas leur attention là. Viens. Aujourd'hui nous allons faire ensemble la connaissance de Patricia et de Fanny, Miley, Milor et... Je sais plus. Facile. Ouais, mais si tu te trompes dans un nom, on s'en fout. Non, mais... Et on touche à la fin de ce 24 heures en Alsace. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, votre rendez-vous transfrontalier. L'émission Nous sommes l'Europe, wir sind Europa. Elle est présentée par Fanny Kunz et Isabelle Joyon de Baden TV. Et ce soir, le thème, c'est l'apprentissage transfrontalier. Excellente soirée sur Alsace 20. Bonjour, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres deutsch-französischen Magazins Wir sind Europa, nous sommes l'Europe und hallo Fanny. Hallo Isabelle und herzlich willkommen. Bienvenue pour une nouvelle édition de Nous sommes l'Europe avec une thématique formation et emploi transfrontalier. Heute geht es Arbeit, duale Arbeit und duale Ausbildung. Genau, deswegen sind wir heute in Lauterbourg. Nous sommes à Lauterbourg. Nous allons rencontrer le directeur général de Pamina Eurodistrict, Patrice Harster, wird uns mehr über den aktuellen Stand der dualen Arbeit und Ausbildung erzählen. Patrice Harster, bonjour. Merci de nous accueillir ici à Pamina. Alors Pamina, je le rappelle, c'est une institution qui a pour but justement différentes missions d'intérêt européen et surtout dans le cadre de la formation et de l'emploi transfrontalier. Deutschland und Frankreich ist eure Spielplatz im Bereich Arbeit und Ausbildung. Quel est le constat justement de l'emploi aujourd'hui en France et en Allemagne? Wie sieht es aus in Deutschland und in Frankreich im Bereich duale Ausbildung und Arbeit? On a une grosse demande du côté allemand en termes d'emploi et de formation, en termes de main-d'œuvre qualifiée, et on a normalement un réservoir côté français de jeunes ou de personnes qui pourraient travailler ou être formées, mais on s'est rendu compte que ce n'était pas aussi facile que ça, qu'il y avait un problème de reconnaissance de diplôme, qu'il y avait un problème de mobilité, qu'il y avait un problème de formation en tant que tel entre le système dual allemand et le système de formation en France. Et on essaye progressivement de créer des passerelles pour faire en sorte que justement
On est ce rapprochement entre la France et l'Allemagne en termes de marché du travail qu'on appelle, nous, intégré. Monsieur Hörster, welche Angebote gibt es denn für die Bevölkerung, auf beiden Seiten des Rheins zu arbeiten? Que proposez-vous pour l'emploi des jeunes Allemands et Français? Alors l'Eurodistrict, comme dit, travaille en complément avec la région qui a son programme de formation. Les chambres de commerce ont leur programme de formation. Et on travaille aussi au niveau des jeunes avec certains établissements, notamment les lycées, les collèges en direct. On prépare depuis quelques années des voyages en bus. Donc on prend des jeunes dans les collèges pour leur dire, écoutez, allez faire une journée dans une entreprise allemande, découvrez un peu les différents métiers dans l'entreprise et vous aurez des contacts directs avec les gens qui y travaillent, qui sont pour partie souvent aussi des frontaliers alsaciens qui travaillent dans les entreprises allemandes. Merci, Monsieur Harster, pour votre intervention. Und jetzt geht's nach Deutschland, nach Michelin. Nous partons en Allemagne. Nous allons voir plus concrètement la vie et le travail et la formation de 2 jeunes qui ont été intégrés à Michelin en Allemagne, à Karlsruhe. Reportage. Tremplin vers l'avenir professionnel, l'apprentissage est aujourd'hui encadré par divers programmes d'accompagnement. Alors que le gouvernement vient de réformer ce système autour de plusieurs points, comme l'augmentation du salaire minimum de 30 € en plus par mois ou le report de l'âge limite à 30 ans pour débuter un parcours d'apprentissage, en Alsace, la formation transfrontalière est en plein essor. Dans le Bade-Wurtemberg, le taux de chômage est faible et avoisine les 3%. Les entreprises allemandes se tournent régulièrement vers une main-d'œuvre française qualifiée pour renforcer ses équipes. Nous avons suivi 2 jeunes Alsaciens, Julien et Sven, dans leur parcours de formation à l'usine Michelin de Karlsruhe. En tant qu'entreprise française, c'était très important. Ici, sur le site de Karlsruhe, nous sommes particulièrement marqués par la culture et la langue française. Près de 70% de nos collaborateurs sont d'origine française. Il était donc évident pour nous de nous tourner vers la France pour le recrutement de nos jeunes apprentis et de leur proposer des perspectives d'avenir. La diversité de notre entreprise est une force que nous voulons mettre en avant. Élèves au CFA du lycée de Wissembourg, Julien et Sven font partie des 16 apprentis en formation à l'usine Michelin depuis 2013. C'est sur le terrain que ces jeunes sont formés à leur futur métier. J'ai déjà eu l'occasion de faire une formation en parcours initial et je trouvais beaucoup plus intéressant d'avoir justement cette partie pratique qui nous permet justement de faire le parallèle avec ce qu'on voit en théorie en cours. On découvre un monde de travail qui est différent par rapport à la France et voilà, les habitudes de travail sont un petit peu différentes. Après, il y a aussi le fait qu'on soit dans un autre pays, donc il y a la langue aussi qui doit être travaillée beaucoup, donc ça nous fait un petit peu évoluer sur ce point-là. En atelier d'apprentissage puis en atelier de production, les jeunes sont confrontés aux difficultés du quotidien et notamment la langue. Avec des parents allemands, Sven n'a eu aucune difficulté. Travailler chez Michelin était une évidence. Le vocabulaire allemand, je ne le connaissais pas très bien pour les outils et tout ça, les mots techniques. Et du coup, c'est super que je puisse apprendre les mots en allemand aussi. Au début, j'étais principalement ici à l'atelier. Donc on m'a donné des petits travaux à faire, à effectuer. Et plus tard, j'ai fait le Betriebsdurchlauf, ça veut dire que je passe dans les différents secteurs. Et là, ça fait à peu près 2 mois que je suis dans un secteur tout au début. Et là, je fais principalement du diagnostic sur les systèmes pour les réparer et pour les maintenir. Pionnière dans le recrutement de jeunes apprentis frontaliers, l'entreprise tente de développer une politique de l'apprentissage en partenariat avec la région Grand Est. Selon nos voisins allemands, l'apprentissage serait encore mal perçu en France. Nous travaillons avec les politiques pour arriver à forger une meilleure réputation à l'apprentissage, que la France et surtout l'Alsace se rendent compte de l'intérêt de ce type de formation transfrontalière. 70% des apprentis auraient un emploi 7 mois après leur diplôme. Avec un cursus transfrontalier, les jeunes apprentis ont donc toutes les clés en main pour réussir. Herzlich willkommen, Frau Bortel. Sie sind hier Projektleiterin für Arbeit und Ausbildung bei Pamina. Les jeunes sont l'avenir de la société. Que proposez-vous pour eux? Welche Möglichkeiten rund um die duale Ausbildung gibt es denn für die Jugendlichen? L'Eurodistrict Pamina propose par exemple des tours d'orientation professionnelle pour les jeunes du Nord Alsace en général. Depuis quelques années maintenant, ça leur permet d'aller visiter des entreprises dans le sud du Palatinat par exemple, de discuter aussi avec les chefs d'entreprise qui sont intéressés aussi de voir comment sont formés les jeunes Alsaciens.
Alors il y a des programmes récents chez nous en France qui ont été mis en place, comme notamment Réussir sans frontières, qui est soutenu en partie par la région Grand Est et d'autres institutions. Gibt es in Deutschland auch solche Programme, die Arbeit und Ausbildung begleiten? Est-ce que chez vous en Allemagne, il existe aussi des programmes de ce type-là qui soutiennent les apprentis et les formations, en tout cas à l'emploi en Allemagne? Da gibt es wirklich sehr viele. Das beginnt schon dann auch in der Schule oder geht dann noch weiter über das Arbeitsamt. Es gibt aber auch ein Projekt der IHK Karlsruhe, Wirtschaft macht Schule. Mittlerweile auch ein deutsch-französisches Projekt. Hier arbeiten dann die Schulen und die Unternehmen zusammen. Il existe aussi des salons de formation. Es gibt aber auch viele Ausbildungsmessen zum Beispiel, wo man sich dann als Schüler, als Jugendlicher auf dieses Berufsleben vorbereiten kann. Et il en existe notamment à Karlsruhe, je crois, c'est Einstiegberuf? Oui, c'est ça. Nous y étions et nous avons parlé avec des responsables de la IHK Karlsruhe et avec des jeunes. Der Andrang ist groß am Samstagmorgen. Schüler strömen mit ihren Eltern in die Hallen der Messe Karlsruhe zur Einstieg Beruf. Sie ist die größte regionale Ausbildungsmesse. Von Jahr zu Jahr wächst sie. Wir haben diesmal wieder einen neuen Rekord, 385 Aussteller. Das ist ein Wachstum von 10%. Das zeigt uns, wie erfolgreich das Konzept ist. Und wir haben im Angebot über 180 Ausbildungsberufe. Das bedeutet also eine breite Palette an Möglichkeiten. Die perfekte Plattform für Schüler, die sich auf ihre berufliche Zukunft vorbereiten möchten. Hier können sie mit den Betrieben ins Gespräch kommen. Die Auszubildenden geben den Schülern einen Einblick in die Lehre. Informationen aus erster Hand, die im Internet oder auf den Webseiten der Unternehmen nicht zu finden sind. Es macht Spaß, neue Berufe irgendwie so kennenzulernen, die einem vorgeschlagen werden. Man wird auch sehr gut beraten. Ich will mich da informieren, was es für Ausbildungsberufe gibt und wie lange verschiedene Dinge dauern. Ich habe mich schon im Internet sehr viel informiert und vielleicht, dass ich auch noch was Neues finde oder noch eine neue Richtung einschlagen könnte. Einfach neue Inspirationen und vielleicht auch den Traumjob. Die Einstiegberuf, sie richtet sich auch an Schüler aus Frankreich. Rund 20% beträgt die Jugendarbeitslosigkeit in Frankreich. In Deutschland bleiben Lehrstellen unbesetzt. Die IHK Karlsruhe engagiert sich seit Jahren dafür, dass junge Franzosen eine Ausbildung in Deutschland beginnen. So gibt es den deutsch-französischen Ausbildungsstand. Aber auch die Netzwerke Pamina und Eures sind bei der Einstiegberuf vertreten. Wir können Ihnen konkret Informationen anbieten, Ausbildungen. Wir können Ihnen konkret Praktika anbieten. Wir können Ihnen Ferienjobs anbieten. Das ist bestimmt auch eine gute Möglichkeit für Jugendliche, erst mal zu schnuppern, mal zu sehen, wie ticken die Deutschen, wie läuft es auf der deutschen Seite. Wir können Ihnen Unterstützung beim Bewerbungsprozedere anbieten. Wie schreibt man Lebenslauf, wie schreibt man Anschreiben. Wir können Ihnen Informationen anbieten über Inhalt des Ausbildungsvertrags, Inhalt des Arbeitsvertrags. Eine Informationsmöglichkeit, die gerne angenommen wird. Immer wieder kommen Menschen aus Frankreich an den Stand, um sich über die Möglichkeiten in Deutschland zu informieren. Einer, der schon eine Ausbildung in Deutschland gestartet hat, ist William Steinbrunn. Er ist im ersten Lehrjahr zum Fachinformatiker bei SEW. Den Schritt zu wagen und in Deutschland eine Ausbildung zu beginnen, für den 18-Jährigen genau das Richtige. Aufstiegsmöglichkeiten gibt es mehr in Deutschland als in Frankreich. Man halt auch nach einem Abitur, also ich habe Abitur gemacht und es gibt dann, also es ist einfacher. Man kann in Frankreich nicht so eine einfache Ausbildung machen. Man ist so in der Art gezwungen, in Frankreich zu studieren. Also ich bin auch lieber im Betrieb als in der Schule. Die Einstiegberuf, eine Ausbildungsmesse, die auch über den Rhein hinweg sich an die Schüler richtet, um alle auf das Berufsleben vorzubereiten und aufzuzeigen, welche Chancen sich in der Region mit einer dualen Ausbildung bieten. Wir haben jetzt eine Menge über die Projekte erfahren. Was für eine Bilanz können Sie denn bis jetzt ziehen? Quel est le bilan qu'on peut tirer en fait de tous ces projets du coup avec Pamina Eurodistrict? Dans le cadre du projet Bassin d'emploi Pamina, ce sont depuis 1 an et demi déjà 80 personnes qui ont commencé un coaching, une trentaine de mentees, de parrainés qui ont suivi un parrainage transfrontalier et la demande augmente du côté des candidats. On sent que les entreprises sont de plus en plus intéressées parce qu'elles sont à la recherche aussi de candidats français. Vielen Dank an dieser Stelle an Sie, Frau Boitel, für den Einblick in Ihre Arbeit, in die Arbeit von Pamina. Nous en savons un peu plus sur la question. Merci, Madame Boitel.
Notre émission touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle thématique. Danke fürs Zuschauen. Und das war es schon für dieses Mal von unserer Ausgabe Wir sind Europa, nous sommes l'Europe. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten. Bis dahin machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss.